Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'actu quotidien, bienvenue dans l'autre 20h. Ce soir, vous retrouverez la chronique parlementaire de Serge Faubert, le reportage de l'un de nos socio-reporters qui s'est déplacé à la Sorbonne à la rencontre du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le face-cam de l'administrateur du groupe Facebook Les Gilets jaunes handicapés. Après le journal, place à l'autre interview. Vous retrouverez Théophile Kouamouo qui parlera du Tchad et de l'action menée par la France en ce moment en toute discrétion. Ça va mal au sein de la majorité présidentielle, fronde contre la loi anti-casseurs, démission d'une figure parlementaire, blocage des privatisations au Sénat, implication de Matignon dans l'affaire Benalla qui ne cesse de rebondir, le délitement est d'envergure dans ce nouveau numéro d'un petit coup de Bourbon. Serge Faubert passe en revue les raisons de l'implosion. Regardez. Ça craque au cœur de la Macronie. Hier, 22 députés de La République En Marche ont proposé de rétablir l'ISF pour les contribuables fortunés qui se refusent à investir dans les PME. Une initiative emmenée notamment par Jean-François Césarini, député du Vaucluse, et Sonia Crimi, députée de la Manche. Ces 22 députés font justement partie des 50 parlementaires qui se sont abstenus lors du vote de la loi anti-casseurs mardi. Il s'en est d'ailleurs fallu de 2 voix pour que La République En Marche ne puisse faire passer ce texte sans l'appui de la droite. 241 députés marcheurs, alors que la majorité requise était de 240 voix. Et la liste des revers ne s'arrête pas là. Un des frondeurs, Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, a annoncé hier soir qu'il quittait La République En Marche. On écoute Mathieu Orphelin ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin. Il reste 3 ans et demi, c'est pour ça que je tire cette sonnette d'alarme. On peut changer la donne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est bien ça qui fait les raisons de mon départ, c'est que sur aucun des grands chantiers, aujourd'hui, on est au rythme suffisant. Sur la rénovation énergétique, sur la mobilité, sur l'agriculture et l'alimentation, sur l'économie circulaire, sur tous ces sujets-là, il faut accélérer à fond. Un désaveu cinglant pour François de Rugy et Emmanuel Macron. Au Palais du Luxembourg, les sénateurs ont retoqué les dispositions de la loi Pacte qui autorisait le gouvernement à céder au privé, Aéroports de Paris et la Française des Jeux. Et puis, il y a le feuilleton Benalla. Il y a quelques heures, on a appris que Matignon est à l'origine de la tentative de perquisition à la rédaction de Mediapart. La chef du groupe de sécurité du Premier ministre, la commissaire divisionnaire Marie-Élodie Poitou et son compagnon, Chokri Ouakrim, un militaire, sont en effet très liés à Alexandre Benalla. Matignon voulait savoir si les enregistrements rendus publics par Mediapart des conversations entre ce dernier et son acolyte de la place de la Contrescarpe, le gendarme Vincent Crase, avaient été réalisés au domicile de la patronne de la sécurité du Premier ministre. Vous suivez toujours ? Ah oui, Chokri Ouakrim est impliqué dans un contrat de sécurité avec un oligarque russe pour lequel Vincent Crase a travaillé. Même à Hollywood, on ne ferait pas mieux. Quoi qu'il en soit, sur le fond, ce comportement de l'exécutif reste sidérant. Au vu de ce tableau, s'étonnera-t-on que ce pouvoir chancelant se crispe dans un réflexe autoritaire, qu'il instrumentalise la justice et la police à son profit? C'est la question qu'a posée mardi Ugo Bernalicis à la garde des Sceaux. Face à la panique qui gagne votre gouvernement et le monarque, votre réflexe sécuritaire se transforme en dérive autoritaire. Désormais, il n'est pas bon en France d'être opposant politique, organe de presse indépendant ou manifestant en gilet jaune. À croire que l'ultralibéralisme s'accomplit dans cette forme de démocrature. La justice jupitérienne vient de porter le plus grave atteinte à la liberté de la presse et à la protection des sources depuis des décennies. La monarchie républicaine doit cesser. Rendez l'indépendance à la justice. Alors allez-vous cesser d'intimider les journalistes et les politiques, de juger plus sévèrement les gilets jaunes que tout autre citoyen? En un mot, allez-vous cesser d'utiliser la justice et la police à des fins personnelles et politiciennes? Et je vous laisse apprécier la conclusion de Nicole Belloubet en réponse à l'interpellation du député de la France Insoumise. Je suis également attachée, monsieur le député, à ce que notre justice puisse travailler dans la sérénité et ne fasse pas de manière systématique l'objet de dénigrement comme vous le faites de manière permanente. Merci, et monsieur le député, ne vous en déplaise, Paris n'est pas Caracas. Il règne un climat mauvais dans les allées du pouvoir. Écoutez le centriste Charles de Courson. Son grand-père maternel fut l'un des 80 députés
avoir refusé les pleins pouvoirs à Pétain, ce qui lui valut d'être déporté. J'avais dit qu'il fallait se réveiller puisque on dérivait complètement comme le régime de Vichy qui a supprimé les libertés publiques. Donc c'est une liberté publique de manifester. Mais le risque, c'est qu'un jour, un régime autoritaire, un gouvernement autoritaire dérive parce qu'il est en difficulté et qu'il utilise à tour de bras pour interdire à des milliers de gens de manifester. Et de toute façon, nous sommes plus de 60, on ira jusqu'au bout, on ira au Conseil constitutionnel. Et je vous prends les paris que nous avons une bonne chance de gagner devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que les perquisitions en Mediapart participent de cette dérive autoritaire dont vous parliez à l'instant? Mais un peu aussi. Ça donne le sentiment qu'on n'accepte pas la critique, qu'on n'accepte pas que des journalistes d'investigation relèvent des faits qui, hélas, sont exacts. Cet enregistrement il est exact, on ne peut pas le nier. Il n'a pas été fabriqué. C'est une dérive, quoi. Tous les gouvernements en difficulté ont essayé de faire cette fuite en se disant on va rétablir la loi et l'ordre, on va se présenter comme les défenseurs de la loi et l'ordre, et donc l'opinion publique va basculer en notre faveur. C'est ça la manœuvre. Eh bien, vous allez voir, elle va faire pchit. Une analyse partagée par l'opposition de gauche. Écoutez, vous savez, il est, compte tenu de son histoire personnelle, j'allais dire le plus indiqué pour dire ce qu'il ressent et comment il conçoit cette loi. Il l'a dit avec ces mots. Ils ont trouvé écho auprès de beaucoup d'entre nous. Voilà. Écoutez, Charles de Courson, c'est quelqu'un de très modéré, voilà, que j'ai appris à apprécier à la commission finances. Et je pense que les gens qui, quand ils s'expriment de cette manière-là, les gens de la majorité devraient s'interroger quand même pour que quelqu'un comme ça, on arrive à dire ça. Voilà, c'est parce que ça le choque considérablement que on joue avec l'état de droit. Et moi, je comprends. Tant mieux qu'il ait utilisé un mot bélier. Si moi je l'avais fait, on m'aurait traité d'excessif. Mais à droite, la sortie de Charles de Courson fait grincer des dents. Ceux qui crient à la dictature ou au retour du régime de Vichy ont des propos qui sont naturellement excessifs, voire ridicules. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est protéger notre pays de la violence. La peinture de ce délitement ne serait pas complète sans un arrêt au stand du Rassemblement national. Mardi, avant le vote de la loi anti-casseurs, Gilbert Collard, député du Rassemblement national, présentait la position de sa formation en ces termes. Écoutez, nous allons voter contre cette loi, parce que c'est une loi, en son article 2 principalement, qui est liberticide. Pourtant, Marine Le Pen m'avait affirmé le contraire, voici 2 semaines. Probablement, on le votera encore une fois en s'assurant qu'il n'est pas utilisé pour être une entrave au droit de manifester pacifiquement dans notre pays. J'ai donc interpellé Gilbert Collard sur ce point. Mais envisager, c'est envisager. Ça veut dire qu'on fait un processus de réflexion et il n'y a que les imbéciles en politique qui ne réfléchissent pas. C'est donc au terme d'une réflexion, d'une discussion, que nous avons décidé, en conscience, de ne pas voter ce texte parce qu'il est, comme je vous l'ai dit, liberticide, fasciste, si vous voyez ce que je veux dire. Si lui-même affirme que la loi anti-casseurs est un texte fasciste, alors, il y a quelques semaines, le gouvernement n'avait de cesse de dénoncer les prétendus factieux qui, dans la rue, menaçaient la République. Il semble que la principale menace soit plutôt installée au sommet de l'État. Je vous le disais en début de journal, hier, Christophe Castaner a fait le déplacement à la Sorbonne lors du colloque Claude Érignac du corps préfectoral. Le nom de ce colloque, c'est d'après donc le nom de ce préfet de Corse assassiné en 98. Christophe Castaner prononçait le discours de clôture du débat dont le thème était, sans blague, l'intégration républicaine en péril, comment la refonder, point d'interrogation. Un de nos correspondants citoyens était à l'université, il est allé à la rencontre d'étudiantes et d'étudiants. Regardez. Je suis content de voir ici des gilets jaunes, des étudiants, parce que malgré tout, moi, ça fait un moment donné que je vais sur les champs, un peu partout à Paris le samedi, et des étudiants, j'en vois pas tant que ça, quoi. Surtout quand on voit que derrière nous, dans les locaux même de la Sorbonne,
qui historiquement sont des locaux étudiants importants où il se sont passées des grandes choses du mouvement social. Maintenant il y a Castaner qui est là, qui il y a 2 semaines nous disait qu'il n'y avait pas de bavure policière, qu'il y avait 0 blessé. Et donc il est ici pour nous parler de la réintégration tout tranquillement, alors que chaque samedi il y a des mutilés, il y a eu jusqu'ici 13 morts dans les manifs des Gilets jaunes. Donc c'est pour ça qu'on s'est rassemblés ici, pour dénoncer en fait cette politique clairement hypocrite, tellement répressive. En plus hier ils ont fait passer la loi anti-casseurs. Bon, la loi anti-manifestation. Et donc on ne peut plus manifester parce que à ce qui paraît c'est trop dangereux. Il faut savoir aussi que en tant que street medic, on est souvent visé par ceux qui sont là-bas là. Depuis les premières manifestations des Gilets jaunes, j'ai été visée 2 fois. Une fois au cervical par un LBD 40, commotion cérébrale et luxation des cervicales. Et une deuxième fois à République il y a 2 semaines. LBD 40, la même chose au niveau de la cheville. Je voudrais juste répondre à monsieur Castaner que non, ce ne sont pas seulement des actes qui sont là pour les protéger. Ce sont des bavures policières, ce sont des dangers. C'est volontaire ce qu'ils font. Donc si admettons qu'on laisse leur collègue qui m'a tiré dessus volontairement, donc qui m'a abandonné quand même en détresse à l'Arc de Triomphe, je voudrais bien qu'il l'emmène, que je parle devant lui en toute tranquillité, savoir quand même pourquoi il m'a tiré dessus, en sachant que j'étais au téléphone quoi. Donc je vois pas la menace que je présentais. À l'heure d'aujourd'hui, je suis quand même mutilé, j'ai 20 ans, j'ai perdu mon œil droit. Donc ouais, je vais continuer et on lâchera rien. Macron, Castaner peuvent dire tout ce qu'ils veulent, je m'en bats les couilles, je lâcherai rien. Je suis tous les samedis, tous les jours sur des ronds-points, tous les samedis sur Paris. Même mutilé, je continue. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le gouvernement est scandaleux, il nous fout dans la merde, pas possible. Donc on va essayer de remonter cette merde, cette pente, malgré qu'ils nous enfoncent. Hein. Moi je pense que le moyen d'y arriver c'était la grève générale. De tous ensemble, des gilets jaunes, des travailleurs, des étudiants. Hier c'était un premier pas. Aujourd'hui on commence à discuter tous ensemble. On va voir ses camarades, ses collègues de travail, ses collègues d'AG, ses collègues de rond-point. Et on réfléchit tous à comment on avance ensemble et comment on les met par terre pour que Castaner et Macron ils partent et qu'on les revoie plus jamais, eux et tous les patrons, les capitalistes qui servent de la même engeance. On les voit, on vous voit, vous allez dégager. Aujourd'hui il faut prendre ses responsabilités. Entre Christophe Castaner et Christophe Détinger, on doit choisir notre Christophe. Je pense que le monsieur devant moi, il a des enfants. Je pense que ça ferait mal qu'on fasse ça à de ses enfants. Donc à l'heure d'aujourd'hui, mes parents, ils ont mal. Ils ont mal parce que vous avez détruit une vie. Ce qui est honteux. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes d'accord que je passe à côté de vous sans violence pour vous montrer la photo? D'accord, je vais lui répondre de merci. Vous voyez bien de toute façon. Et franchement, mes parents sont dégoûtés de voir ça. Que des forces de l'ordre ne protègent pas son peuple, mais les tuent. Le monsieur là-haut, il essaie de regarder. Voilà. C'est comme ça. Attendez, je vais monter là-haut. Voilà. Ça, c'est moi le 1er décembre du côté là. Je remercie le monsieur qui est devant moi là, qui a regardé ma photo. Et franchement, je te remercie parce que je pense que ça te fait peut-être un peu réfléchir. Même si tu veux rester anonyme, essaye de parler à tes archis et des autres façons. Je te remercierai beaucoup. Merci beaucoup. Macron, démission, Castaner en prison. Macron, démission, Castaner en prison. Le média a reçu Luc, administrateur du groupe Facebook Les Gilets jaunes handicapés. Il est venu nous parler de leur manifestation à Lyon le 9 février et de leur pétition créée toutes deux dans le but de donner plus de visibilité aux revendications liées au handicap et aux personnes invalides. Regardez son face-cam. Je suis Luc Essinger, je viens de Lyon. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Gilets jaunes handicapés sur Facebook. Les invalides, nous avons des demandes et des spécificités un peu particulières qui ne sont pas obligatoirement reprises dans la généralité des Gilets jaunes. Je dirais même si on se soutient tous les uns les autres et que les revendications des Gilets jaunes sont purement légitimes, elles n'incluent pas systématiquement les besoins spécifiques aux invalides. Quand on devient invalide par accident,
Il y a des fois, on se pose la question s'il vaut mieux pas y laisser sa vie que de devenir invalide en France. La vie est déjà plus chère et on a des besoins autant médicaux et des fois d'hygiène qui sont bien poussés, donc qui demandent un investissement plus grand. Les aides matérielles qu'on a besoin sont largement en dessous. On est obligé de contribuer, même dans une infime partie, mais on est obligé de payer une partie de ces aides, ce qui fait que quand on prend ça par rapport aux APL, par rapport à tout ça, déjà on se demande comment on fait pour manger. Même certains ont besoin d'une alimentation spécifique par rapport à leur état de santé, et c'est des choses auxquelles on ne peut pas. On ne peut pas subvenir aujourd'hui. Depuis que je suis invalide, je dirais moi, mon fils, moi-même, les vacances, ce qu'on appelle vacances, on ne sait pas ce que c'est. Les loisirs, on ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui, on est quand même 12 millions de personnes atteintes d'une invalidité en France, et nous sommes quand même 12 millions de personnes totalement oubliées, totalement effacées de cet espace public. On a décidé de se faire entendre quand même parce qu'il y a malheureusement dans toutes les marches des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, on voit quelques personnes invalides qui sont relativement téméraires et que je salue au passage, mais peu de personnes invalides ont le courage de descendre dans la rue, surtout quand on voit les énormes violences qui y règnent, surtout venant des forces de police. Quand je vois un invalide qu'on prend sur un rond-point, qu'on jette sur le bord du rond-point, qu'on le met à terre, c'est juste inhumain. Quand je vois qu'il y a des invalides au milieu des gilets jaunes et qu'on leur tire dessus à coups de flashball et qu'on les gaze, effectivement, peu de personnes en situation de handicap osent fréquenter la rue dans ces moments-là par peur du gouvernement et de la répression. Je dirais donc, malgré ça, nous, le 9 février à Lyon, nous avons décidé d'organiser une grande marche des invalides, et du moins pas que des invalides, les parents d'enfants handicapés, les aidants, les AVS, tout ce qui touche de près ou de loin le handicap. Nous avons décidé de faire une grande marche à Lyon, qui partira de la place Bellecour jusqu'à la place des Terreaux, où est la mairie centrale, où devant cette mairie, nous allons lire nos revendications, comme vous pouvez voir là, et qui en regroupe, vous voyez, une grande page. Et nous allons les déposer à la mairie. On a une pétition qui tourne sur Facebook. Nous avons à l'heure actuelle plus de 2500 signatures. Donc là aussi, je fais un appel à tous les personnes invalides, aides-soignants, infirmières, et tous les gilets jaunes, tous les valides, à aller voir cette pétition qui s'appelle La colère du handicap, et qui est adressée directement à notre président, qui reprend tout notre malaise, toutes nos demandes. On a une demande qui s'appelle de la reconnaissance en tant que famille d'handicap, dans le sens où l'handicapé fait partie d'une famille. Nous avons donc besoin que tout ça soit reconnu, soit visible, parce que je dirais notre handicap, il nous touche nous, mais il touche aussi nos familles, nos amis, je dirais nos conjoints. Je demande donc à tout le monde qu'ils aillent la voir, qu'ils aillent la signer. On est 65 millions d'habitants en France. C'est une pétition qui devrait avoir 60 millions de signatures. J'invite les Gilets jaunes à nous rejoindre, bien sûr. Nous faisons partie intégrante du mouvement des Gilets jaunes. Donc je les invite à nous rejoindre en sachant que cette marche-là est principalement pour mettre en avant le handicap. Le mot d'ordre, c'est stop à l'invisibilité de 12 millions de personnes. Stop à ce silence, je dirais, gouvernemental. La vie nous a pris la santé, l'État nous prend notre dignité. C'est la fin de cette autre 20h. Merci beaucoup de continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, abonnez vos amis, vos proches, vos collègues. Le média vit grâce à vos dons et vos souscriptions. Alors n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire des dons ponctuels si nos contenus vous plaisent. Tout de suite, c'est l'autre interview et on va parler du Tchad. L'armée française est engagée depuis dimanche dernier dans une campagne de bombardement visant les rebelles armés qui menacent le régime du président tchadien Idriss Déby. Une campagne de bombardement très discrète qui n'a pas été évoquée lors de débats parlementaires et qui est
par ailleurs invisibilisés par les médias dominants. Pour en savoir plus et pour faire le point sur l'opération Barkhane, censée lutter contre le terrorisme au Sahel, Théophile Kouamouo a reçu Thomas Dietrich, écrivain et ancien haut fonctionnaire français, bon connaisseur de cette partie du monde. Bonne soirée sur le Média.